Face à une insécurité qui ne cesse d'augmenter et un État irresponsable, comment les Français peuvent-ils assurer leur propre protection? Pour en parler, nous recevons Romain Carrière, coach anti-agression depuis 2013 et ancien champion international de taekwondo et ex-militaire. Spécialiste de l'autodéfense, il forme les Français qui lui font appel à réagir efficacement en cas d'agression. Dans cet entretien, il va nous éclairer sur les modalités à entreprendre pour se défendre et résister à la barbarie qui ne cesse de s'installer dans notre pays. Alors Romain Carrière, bonjour. Bonjour Malice. Déjà, on vous souhaite une bonne fête puisque c'est votre fête aujourd'hui, donc bonne fête. Eh bien, merci beaucoup. En revanche, je ne jeûne pas 2 jours sur 3 et je bois pas beaucoup, mais je bois un peu de vin quand même. Bon, il va falloir peut-être s'améliorer un petit peu, mais on ne vous en tiendra pas rigueur. Donc merci d'être avec nous ce matin. Alors Romain Carrière, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes coach anti-agression? Quelles étaient vos motivations qui vous a mené sur le chemin donc de la professionnalisation dans le thème de l'autodéfense? Mhm. Bien sûr, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour me sentir utile, pour agir concrètement. Voilà, c'est ma mission de vie. C'est ma façon à moi donc d'aider un maximum de personnes à éviter les conséquences dramatiques d'une agression qui peut être l'hôpital ou la morgue, mais au minimum un traumatisme psychologique. Donc voilà. Et pour ce qui est de mon expérience personnelle, moi j'ai ma petite sœur qui a été victime d'une agression sexuelle quand elle avait 11 ans et moi 14, et elle a pu s'en sortir en mettant un coup de genou. Donc voilà. D'accord, oui, effectivement, on a bien conscience que l'insécurité ne cesse d'augmenter. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à toutes ces personnes qui prétendent que l'insécurité n'est qu'un sentiment, malgré les morts et les agressions donc exponentielles, qui visiblement qu'ils marginalisent un petit peu et qu'ils qualifient de faits divers? Est-ce qu'ils sont dans la déconnexion totale par hasard? Oui, oui, il y a des gens qui peuvent encore s'offrir le luxe d'être loin de tous les problèmes. Voilà, tant mieux pour eux, mais le problème c'est que loin des yeux, loin du cœur. Donc c'est parce qu'ils sont pas touchés dans leur vie qu'ils se permettent de faire des généralités, alors que la principale préoccupation des Français, c'est la criminalité et la violence devant l'inflation. C'est Ipsos de janvier 2025. Donc c'est quand même une grande nouvelle. On a la criminalité et la violence qui est passé devant l'inflation. Donc voilà ce que je peux répondre à ces gens-là, et que il faut pas oublier qu'on a une violence gratuite toutes les 44 secondes en France. C'est le rapport d'enquête de cadre vie et sécurité de 2019, donc le ministère de l'Intérieur. D'accord, oui, effectivement, c'est bien que l'insécurité est un problème majeur et que les Français en sont bien conscients. Quelles sont, selon vous, les modalités, justement, donc au cœur de votre métier, au cœur de votre spécialisation? Comment entraînez-vous les Français à se défendre, puisque visiblement, on ne peut pas, justement, avoir de l'aide de l'État, puisque visiblement, il n'en est pas conscient autant que les Français. Alors, donc on pourrait pas dire que l'État a abandonné sa mission de protection, mais il la néglige, c'est sûr. Il se donne pas les moyens. Il y a une forme de timidité, une peur énorme des conséquences à appliquer à la tolérance zéro. Donc à partir de là, c'est sûr, on va pas attendre de se faire égorger, et ça peut être intéressant, pertinent, d'être capable d'éviter le pire. Et donc moi, ce que je fais, donc, c'est des stages courts. Je fais vivre une expérience émotionnelle. Donc, je confronte les gens à la violence d'une agression verbale et physique, mais c'est fait dans un cadre sécurisé et bienveillant. Et ça permet vraiment de vivre ça dans sa chair, dans ses émotions, parce que l'agression est avant tout un problème émotionnel. Effectivement, et selon vous, justement, quelles sont ces menaces qui sont au quotidien de plus en plus exponentielles? À quoi est liée toute cette insécurité qui ne cesse de grandir? Alors ouais, donc pour être précis, donc sur ces menaces, donc on a entre 2016 et 2024 plus 28% d'homicides, donc on a plus de 1000 par an, et plus 78% du nombre de tentatives d'homicide. Donc la différence aussi, c'est qu'aujourd'hui, vu la qualité des services d'urgence, heureusement on arrive à sauver donc beaucoup de personnes qui seraient décédées quelques décennies auparavant. Mais voilà, donc ça c'est une réalité. Ça touche un peu plus les hommes. Le plus fort taux de tentatives d'homicide dans l'Hexagone, c'est la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône, le Val d'Oise et Paris. Il faut savoir que les 15-29 ans sont plus exposés, donc c'est important pour la jeunesse de se former. Donc ça aussi, ce sont des chiffres du service statistique ministériel de la sécurité intérieure.
Concernant les femmes, en effet, on n'est plus sur des risques d'agression sexuelle et on sait très bien que dans les transports en Île-de-France notamment, 93% des vols et 63% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers. Donc même pas de personnes d'origine immigrée, mais d'étrangers. D'accord, Romain Carrière, vous avez juste mentionné le sort des femmes qui s'avère assez dantesque au vu de l'insécurité grandissante. Quels sont les conseils que vous leur donneriez, vous, pour se défendre, puisque quand on est une femme, on est très souvent vulnérable face à un homme qui est de toute évidence plus fort que nous? Alors, la réalité, c'est que beaucoup d'entre elles, déjà, elles adaptent leur comportement, leur itinéraire, leur tenue. J'imagine que c'est votre cas aussi, Maëlys. Tout à fait, oui. Voilà. Donc ça, c'est bien, mais je pense qu'il faut aller plus loin et il faut se dire que justement le fait de recevoir comme ça une formation, d'avoir ces conseils précis, ne serait-ce que pour éviter du coup les problèmes, ça veut dire oui qu'il faut être vigilant, qu'il faut être en alerte, qu'il faut être capable d'identifier, de détecter pour mieux éviter donc de se faire suivre, de se faire surprendre dans le hall de son immeuble. Donc voilà, c'est important parce que pratiquer la self-défense peut réduire de 70% le fait que l'agression réussisse. C'est une étude de l'université d'Oregon aux États-Unis. Voilà, c'est sûr aussi que le fait d'être en forme physiquement, le fait d'être capable de courir pour échapper à un danger, ça peut aider. Donc faites du sport, c'est pas uniquement bon pour la santé, mais aussi pour éviter le pire. Et donc force est de constater, moi depuis 12 ans que je fais ce métier, j'ai eu des retours sur expériences positives et souvent c'est l'attitude, le fait d'être capable de crier, de s'affirmer, de dissuader, qui suffit à mettre un terme à ce qui aurait pu dégénérer. Donc le jeu en vaut vraiment la chandelle et j'invite un maximum de femmes, mais pas que, voilà, à se préparer, à se former, parce que ça peut faire la différence. Et justement, comment, selon vous, éviter d'être une cible? Parce que vous avez bien raison, il faut faire preuve de vigilance extrême, notamment dans un monde actuel qui est gangréné par la décadence. Mais quels sont justement les comportements à adopter selon vous? Alors, il faut savoir que la proie idéale pour un prédateur, c'est quelqu'un de vulnérable, donc une vulnérabilité qui est supposée et ou réelle, le fait d'être seul et le fait d'être dans sa bulle. Donc il y a des facteurs sur lesquels on peut agir. C'est-à-dire que si on est connecté à son environnement, les 5 sens en éveil, je dis pas donc d'être parano. Je dis mais en fait c'est la même vigilance que vous avez au moment de traverser sur le passage piéton. Même si le petit bonhomme est vert, on tourne sa tête pour regarder qu'il n'y a pas un fou furieux qui roule à 100 km/h et qui vous découpe. Bon, ça fait pas vous, donc ça fait pas de vous quelqu'un de parano. Là c'est la même chose. Si on entend un bruit bizarre, c'est que quelqu'un du coup se rapproche, on va pouvoir donc le repérer en avance et l'éviter. Donc faut pas être parano, faut juste être connecté à son environnement, ce qui permet d'identifier les signes et donc de les éviter. Donc connecté à son environnement. Ensuite, avoir une attitude affirmée, c'est sûr que si on a peur et qu'on transpire la peur, on va attirer à soi ce qu'on dégage. Voilà. Donc, on est vigilant, on est connecté et on est sûr de soi. Voilà, c'est important d'avoir confiance en soi et que, en fait, c'est vraiment donc l'esprit qui décide. Et donc, il faut vraiment travailler sur cet état d'esprit, sur la mentalité. C'est vraiment le plus important. Il faut se dire, je suis prêt à tout pour survivre. Et pour les femmes, en l'occurrence, je leur conseille de faire le transfert entre l'instinct maternel et l'instinct de survie pour elles-mêmes, pour leur propre personne. Parce que oui, il y a une différence de force évidente. Mais est-ce que vous avez besoin de beaucoup de force, Maëlys, pour choper le stylo et me le planter dans l'œil? Ah non, de toute évidence, non. Voilà. En revanche, la difficulté sera vraiment la barrière émotionnelle et psychologique. Voilà, donc c'est normal, encore heureux que les individus sains ont une répulsion naturelle à mutiler un autre être humain, mais dans des cas extrêmes où il en va vraiment de votre vie et qu'on ne peut plus fuir, il faut être capable de tels comportements, de tels actes, et la seule motivation qui va nous animer, c'est de survivre, de rentrer chez nous en un seul morceau, parce que c'est notre droit et notre liberté la plus fondamentale. Et est-ce que selon vous, Romain Carrière, est-ce que justement vous avez déjà été face à des personnes qui ont subi une agression, par exemple récente ou même pas forcément récente, et qui étaient donc un petit peu plongées dans la paranoïa, qui étaient dans la crainte en continu? Est-ce que vous avez réussi d'une certaine façon à les sauver? Quelles sont les mesures que vous mettez en place pour justement pallier cette crainte en continu?
Alors, c'est sûr que l'agression est un véritable traumatisme. Donc moi, j'ai pu avoir dans mes stages des anciennes victimes d'agression. Moi, après, du coup, je vais pas m'improviser psychologue. C'est important de suivre une psychothérapie quand on était victime d'agression. Voilà, de vraiment avoir un accompagnement pour pouvoir se reconstruire. En revanche, là où mon intervention est pertinente pour ce profil-là, et ça a été travaillé avec des psychologues en victimologie et psychotraumatologie, c'est que le fait de suivre la formation que je dispense après une psychothérapie va permettre euh, d'apporter ce que les psys ne peuvent pas faire, à savoir de rejouer une situation similaire, mais avec une issue positive. Donc ça, pour le gain de confiance et pour pouvoir définitivement tourner la page et ne pas rester bloqué, tétanisé dans une future situation, c'est la meilleure chose à faire. Et justement, Romain Carrière, pour ne pas être tétanisé, comme vous l'avez dit, dans les situations, il est vrai que moi, en tant que femme, lorsque je suis arrivée à Paris, on m'a dit arme-toi, prends des bombes lacrymo, etc. quand tu sors dans la rue, puisque bon, on n'est pas à l'abri quand on est une femme, d'autant plus de se faire agresser ou quoi. Quel est votre avis sur toutes ces armes? Est-ce que c'est une bonne chose ou alors est-ce qu'il faut privilégier plutôt la défense physique? Alors, tout d'abord, donc le port d'armes est illégal en France. Même du coup une bombe lacrymogène, c'est une arme de catégorie D. Après, chacun voit midi à sa porte. Donc, je n'incite pas au port d'armes illégal, mais c'est une réalité qu'avec une différence de force manifeste, si on a du coup une bombe lacrymogène et qu'on sait s'en servir. C'est-à-dire qu'on a eu un entraînement minimum pour déployer cet objet malgré le stress, y penser. Donc voilà, ça demande un minimum de formation. C'est aussi des modules que je dispense moi dans mes stages. Et donc oui, c'est sûr que ça peut faire la différence, ça évite le contact physique, donc on peut neutraliser temporairement des agresseurs, même s'ils sont plusieurs, à une certaine distance. Donc oui, ça peut faire la différence, mais encore une fois, le plus important, c'est déjà de se préparer psychologiquement et voilà, donc d'expérimenter le stress d'une agression pour ne pas être paralysé. Du coup, le matériel, pourquoi pas, ça peut faire la différence, mais ça vient, j'ai envie de dire, dans un second temps. D'accord. Et on imagine bien que lors de vos formations, vous formez un petit peu tout type de profil, dont des enfants. J'imagine que vous en avez déjà formé quelques-uns. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à ces parents qui, justement, en général, conseillent toujours à leurs enfants de renoncer à la violence, etc., de ne jamais rendre le coup de pied quand le camarade leur en donne un. Enfin, en tout cas, moi, c'est toujours ce que j'ai entendu à l'école de par déjà mes Ouais. parents et par les instituteurs. Est-ce que vous êtes de cet avis ou alors est-ce que vous proposez une alternative? Là, Bon, c'est pas sûr que vous avez forcément dit. dans la cour de l'école primaire, du coup. Ouais. Mais tout part de là, de l'éducation. Et en fait, on a programmé une génération entière à la soumission et à la passivité. Bref, une vraie fabrique à victimes. Donc ça, c'est problématique. Et c'est important parce que donc les enfants comprennent. Hein, il faut pas justement les infantiliser. Ils sont capables de faire la différence entre une situation où ils sont légitimes de se défendre et une situation où ils ne sont pas. Et donc c'est le même discours que je vais tenir aux adultes, c'est-à-dire que de blesser quelqu'un physiquement qui vous a juste insulté et qui vous a occasionné une blessure d'orgueil, ça non, ça n'a pas lieu d'être. Je ne le conseille donc vraiment pas. C'est pas légitime que ce soit au niveau légal et même du coup selon moi au niveau moral aussi parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Mais en revanche, utiliser la force parce qu'on n'a pas d'autre choix et que c'est la dernière chose à faire pour survivre, là oui, il le faut et il faut envoyer ce message dès l'enfance. Et donc j'incite tous les parents à faire du sport à leurs enfants, à faire des sports de contact et des sports de combat, parce que la vie est un combat, donc et de vouloir trop les surprotéger, les surpréserver, et ben en fait on fabrique des gens qui ne sont pas capables d'affronter ce monde et cette jungle urbaine. Romain Carrière, il nous reste 2 minutes 30 à peu près. Le droit à la légitime défense en France est quand même assez souvent marginalisé. Je pense que vous le savez autant que moi. On voit notamment d'ailleurs des jeunes militants, par exemple du camp national, se faire agresser par des opposants, entre guillemets. Quel est votre avis, vous, à ce sujet? Et pensez-vous que l'État devrait revoir les lois sur la riposte légitime des victimes? Mmh. Alors, c'est comme pour beaucoup d'autres lois en France. Alors, c'est pas forcément un problème de loi en tant que tel, que de jurisprudence, et surtout d'interprétation des juges. Qui juge ces affaires? Est-ce que ces juges ont été confrontés à ces situations? Ont-ils déjà ne serait-ce que pris un coup de poing à l'entraînement? Connaissent-ils les effets physiologiques de la peur qui s'empare de tout notre être dans une situation de danger?
Voilà, donc je ne suis pas juriste qualifié, donc même si je suis formé quand même donc sur ces notions de légitime défense parce que je travaille dans la sécurité privée, entre autres en tant que garde du corps et agent de sécurité, donc je sais de quoi on parle. Voilà, donc est-ce qu'il faut revoir la loi? C'est pas à moi à le dire, mais en tout cas, il y a une question de mentalité des juges sur ce domaine comme bien d'autres qui est à revoir. Et Romain Carrière, en une minute, il nous reste malheureusement qu'une minute. Qu'attendez-vous personnellement dans le futur de la part de l'État pour protéger ses citoyens? Doit-il officiellement prendre ses responsabilités? Et qu'est-ce que le peuple français doit exiger d'une certaine façon? C'est ce qu'on peut exiger lorsqu'il est légitime, c'est vraiment la tolérance zéro, que la peur change de camp. C'est à la racaille de trembler et de raser les murs, pas aux bons citoyens qui payent ses impôts. On paye des impôts pour que la sécurité soit garantie. Et ça n'est qu'une question de volonté et de courage politique. Et l'épisode du Covid nous l'a bien montré. Quand on veut, on peut. Si on s'affranchit du politiquement correct et qu'on brise enfin des tabous paralysants. Eh bien, écoutez, Romain Carrière, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle Merci, que vous êtes coach anti-agression depuis 2013 et ancien champion international de taekwondo et ex-militaire. Nous vous réinviterons très bientôt pour parler encore une fois de toutes ces choses qui méritent des débats houleux. Donc, merci à vous et à très vite.